Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer. En une de cette édition, le prêt à taux zéro, comment ça marche? Le dispositif qui existe déjà sur le Caillou est annoncé pour 2025 au Fénois. Il promet d'augmenter la capacité d'emprunt des ménages les plus modestes et donc de libérer l'accès à la propriété. À l'approche de la Toussaint, les familles s'activent pour honorer leurs défunts. Les tombes des cimetières sont nettoyées et embellies. Cette période de recueillement et de tradition est également marquée par une atmosphère de solidarité. Les Jeux du Pacifique, c'est dans un peu moins de 3 ans, 1000 jours très exactement. Le décompte a été lancé cet après-midi à la Pointe-Vénus. 24 pirogues qui représentent chacune des délégations participantes ont traversé la baie de Matavai. Le site était animé par de nombreuses activités. Et comme chaque dimanche en deuxième partie de ce journal, nous ferons le tour de l'actualité sportive de la semaine avec notre spécialiste Oriano Tefo. Nous aurons également le plaisir de recevoir sur notre plateau notre championne de surf, Vahine Fierro. Mais avant de développer les titres, ce fait divers préoccupant, une jeune fille a été portée disparue au large de Rimatara. Elle était à bord d'un bateau de 14 pieds avec son père lorsque l'embarcation a chaviré. Les premières recherches ont été lancées par des Potimarara de l'île et le JRCC a déployé des moyens aériens dont l'hélicoptère Dauphin et un avion du Gardien. Nous rejoignons tout de suite le Tavana de Rimatara Hatitio Artigas. Tavana Yorana, où en sont les recherches actuellement? Yorana TNTV et Yorana toute la population qui nous suivent sur TNTV. Mais actuellement, les recherches ont été suspendues. Le gardien est rentré sur propriété. En revanche, l'hélicoptère est resté maintenu à Rurutu pour un éventuel début de recherche demain matin à partir de 8 heures. Si la météo le permet, il y aura peut-être des plongeurs qui vont accompagner l'hélico. Les conditions de mer étaient dangereuses, c'est cela? Dangereuse, je ne dirais pas ça, mais vraiment très agitée, où la mer était une mer 3, où il y avait des moutons, c'était tout blanc. Et à côté du récif, il y avait trop de rouleaux, ça rendait difficile la mise à l'eau des plongeurs, notamment d'ici de l'île, hein, parce qu'il y avait des plongeurs qui étaient prêts à aller sonder l'endroit où s'est passé le naufrage. Et tout simplement, j'ai dit non, c'est pas possible, on ne va pas créer un suraccident. Et donc ça s'est pas fait. Il y a juste les petits Marara qui ont ratissé l'endroit. Et éventuellement, la population de Rimatara s'est jointe à nous pour faire une battue dans le lagon. Et ça n'a rien donné du tout, mis à part le pyjama de la petite qu'on a retrouvé 3 à 4 kilomètres plus loin. Les recherches reprendront demain avec un dispositif plus renforcé, Tavana? On va espérer déjà que la mer soit beaucoup plus clémente pour qu'on puisse engager des plongeurs, notamment de l'île, qui puissent aller plonger au niveau du lieu où s'est déroulé le naufrage. Et forcément, et évidemment, le Dauphin, l'hélico va venir nous aider de ce côté-là, va venir en appui. Merci, Tavana, de nous avoir accordé un moment. Le prêt à taux zéro, comment ça marche? Ce dispositif annoncé par le gouvernement pour 2025 au Fénois vise à augmenter la capacité d'emprunt des ménages modestes et à faciliter l'accès à la propriété. Regardez les explications de ce reportage avec Esther Cunion. Explosion du prix de l'immobilier d'un côté, hausse des taux d'intérêt de l'autre. Symptôme d'une crise du logement, les ménages achètent de moins en moins. La production de crédit est en retrait de 22%. Idem pour les crédits aux particuliers, qui reculent de près de 20% sur un an, tirés par la chute éloquente des crédits à l'habitat, moins 38% sur un an. Dans ce contexte, le projet de prêt à taux zéro apparaît comme un signe d'espoir, car il permet de s'affranchir des frais de dossier et des intérêts, de quoi augmenter la capacité d'emprunt jusqu'à 40% en métropole. Concrètement, il s'agira de proposer aux banques une réduction de leur taxe sur le produit net bancaire, c'est la taxe spécifique aux banques, et en contrepartie de ce gain fiscal, elles vont se priver de la recette qui est constitutive des taux d'intérêt. Le coût de la mesure serait donc assumé par la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, c'est une dépense pour le territoire
Ici, il s'agirait d'un manque à gagner fiscal. Ce qui compte pour la banque, c'est qu'effectivement, si on lui demande de mettre en place des PTZ, des prêts à taux zéro, c'est que l'intérêt qui n'est pas facturé soit compensé d'une façon ou d'une autre, soit par le paiement effectivement des intérêts directement, comme en métropole, ou bien alors soit un allègement de charges fiscales. C'est ça qui compte pour la banque. Aucun doute selon l'Institut, un tel dispositif permettrait forcément de relancer l'investissement des ménages. Et on a une baisse de la production de crédit de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Donc c'est en train d'ailleurs de remonter petit à petit, mais ça permettrait effectivement de rebooster le secteur et de redynamiser la production de crédit à l'habitat, qui est un petit peu molle en ce moment, à cause de plusieurs facteurs. Il y a les taux d'intérêt qui sont encore relativement élevés, et puis surtout le coût du foncier, le coût d'acquisition des logements qui sont devenus assez prohibitifs sur le territoire, et qu'effectivement, on pensait que les prix allaient baisser, mais ils ne baissent pas vraiment aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, le prêt à taux zéro bénéficie chaque année à plus de 500 ménages primo-accédants depuis sa création. Mais les critères d'attribution sur le caillou sont contraignants. Ils sont liés aux revenus et au nombre de personnes dans le foyer, mais seulement pour l'immobilier neuf et pas n'importe où. Si l'on veut faire financer un projet d'achat dans l'ancien, par exemple, ce n'est possible qu'à l'extérieur du Grand Nouméa, donc grosso modo à 1 heure de route de Nouméa. Disons que le dispositif a été modifié ces dernières années pour s'axer prioritairement sur le financement des biens immobiliers neufs pour soutenir la filière du BTP. Il faut aussi accepter d'autres difficultés, comme la longueur des délais d'instruction, car ces dossiers sont scrupuleusement analysés par les banques. Ça n'est pas sans contrepartie, c'est-à-dire que ceux qui souhaitent bénéficier du PTZ ont un certain nombre d'engagements à prendre. C'est réservé aux primo-accédants déjà, et par ailleurs, ils s'engagent à élire leur résidence principale dans le bien jusqu'au complet remboursement du PTZ, ce qui peut être contraignant pour certains ménages qui peuvent avoir des projets de vie qui changent. En Nouvelle-Calédonie, la dépense fiscale s'est élevée à environ 1 milliard par an en 2021. En Polynésie, où les taux d'intérêt atteignent près de 4%, le dispositif risque de coûter bien plus cher. À l'approche de la Toussaint, les familles s'affairent à embellir les tombes de leurs proches. Les marchands de sable et les jardiniers sont dans les cimetières pour préparer la célébration des défunts. Esther Parot-Cordette s'est rendue au cimetière de l'Uranie. Sur les hauteurs de l'Uranie, les vendeurs de sable s'activent. Les familles sont déjà là pour leur acheter ce sable blanc, élément phare des Polynésiens pour recouvrir les tombes. Il provient comme chaque année de Taha et prélevé à la force des bras par ces familles au fond du lagon de Patio. Mais le prix de ce dur labeur a été revu à la baisse cette année, 1200 francs le sac de 50 kilos. Il y a d'autres familles qui ne peuvent pas se permettre de payer à 1500 francs. C'est un peu trop cher pour eux. C'est dur d'aller chercher du sable? Oui, c'est dur. Extrait dans la mer, après à terre, après tamisé, c'est un peu hot. Sur les tombes, Eric est aussi à l'œuvre. Balayer, désherber, repeindre, nettoyer les sépultures à la place des familles donne à ce jardinier un petit revenu. Les grands tombes à 2, à 3, c'est 10 000. Les petits à 5 000. Éric Brémond, lui, a sorti le Karcher thermique pour donner un coup d'éclat au lieu de repos de ses parents. Lui et son fils Théotéa perpétuent une tradition. Déjà, c'est un devoir, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aussi aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas les oublier. Ouais, il s'agit de mes grands-parents en fait. Et à partir du moment où je suis parti au lycée, j'ai vécu avec eux. Et toutes les vacances, j'étais chez eux. Et même si des fois on ne s'est pas trop bien entendu, grosso modo, il me manque. L'heure est aux préparatifs dans les cimetières en Polynésie. Les sépultures seront propres et jolies à voir le 1er novembre, jour de la Toussaint. Les étudiants de BTS de Réatea se lancent dans un projet international engagé dans la filière négociation et digitalisation de la relation client. Ils ont décidé de participer au festival Tahiti Fiesta organisé comme chaque année au Japon. Ronnie Moufat nous en dit plus.
Avant de pouvoir porter les couleurs des entreprises polynésiennes à l'étranger, ces étudiants ont dû passer par une étape clé, la prospection et la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, leur mission est de convaincre, car c'est la réputation des entreprises qu'ils représentent qui est en jeu. Alors aujourd'hui, nous avons rencontré nos partenaires afin de mieux connaître les produits que nous allons promouvoir au Japon. Cette rencontre elle est cruciale pour nous car elle nous permet d'approfondir certaines connaissances sur les produits que nous allons vendre au Japon, mais aussi de mieux répondre aux visiteurs. Ils nous confient leurs produits, donc il faut vraiment qu'on soit clair dans ce qu'on va faire et de notre façon dont on va vendre les produits. Le choix des produits qu'ils exposeront n'a pas été fait au hasard. Il est adapté aux tendances du marché asiatique, un choix stratégique pour maximiser l'impact de leur participation. Nous avons été sur Internet faire nos recherches, simplement pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Et suite à ces recherches-là, ça nous a permis de faire des prospections par rapport aux entreprises ici sur Yatia qui pourra nous fournir ces produits-là. Dans certains cas, les étudiants ont même mis la main à la pâte pour s'imprégner pleinement des différentes étapes à suivre. On n'est pas passé seulement à la théorie, mais aussi à la pratique, ce qui fait que maintenant, on s'est imprégné de son savoir. Elle nous a partagé son savoir, son savoir-faire. Et ça pourrait être des bons arguments pour le Japon. Ce projet représente un défi de taille pour les 17 étudiants de BTS NDRC du lycée des Îles sous le Vent. En plus de leur mission professionnelle, ils doivent également réunir d'ici l'année prochaine une somme de 5 millions de francs pour financer leur voyage. Une aventure à la fois formatrice et ambitieuse. Quittons Yatia et partons à Mahina. C'est la Polynésie qui accueillera en 2027 les prochains Jeux du Pacifique. 4500 athlètes sont attendus pour l'occasion. Un événement sportif d'envergure pour le Fénois. À 1000 jours de ces Jeux, une cérémonie a été organisée à la Pointe Vénus avec les athlètes et les autorités. Le compte à rebours est lancé. Jouer au foot au bord de l'eau. Pour marquer le millier de jours qui nous séparent de l'ouverture des Jeux du Pacifique au Fénois, les athlètes ont investi la Pointe Vénus. Aujourd'hui sur le site, on est là pour les J-1000. On a réuni du sport, on a réuni du beach racing, du beach soccer, du volleyball et du basket. Mahina, c'est une ville d'histoire et on est sur un site que vous connaissez bien, où les premiers navigateurs sont arrivés. Donc c'est un signe fort pour l'histoire. Les Jeux du Pacifique, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, c'est tous les 30 ans. Donc nous, on remercie l'organisation, on remercie le coach d'avoir choisi Mahina pour venir célébrer ces J-1000, ce premier lancement des événements qui vont se passer jusqu'à échéance en 2027. Ces Jeux sont perçus comme une réelle opportunité pour les clubs sportifs de Mahina. L'AS Vénus voit ses infrastructures complètement rénovées, des investissements qui vont favoriser la pratique sportive. Le pays, pour les Jeux, ils vont investir quand même sur le site de l'AS Vénus, du complexe de la ville de Mahina, plus de 400 millions pacifiques. Donc c'est quelque chose d'immense. Hein. Ils vont refaire un peu les toits, les salles, on va dire, les tribunes, la lumière. Donc pour ces Jeux-là, en 2027, on est quand même gâtés, quoi. Hein. Les volleyeurs du Fénois ont ramené l'or lors des derniers Jeux et partent favoris. Ils espèrent bien réitérer à domicile. C'est quand même des mois en avant pour se préparer justement pour le jeu. Et voilà. Il faut s'attendre à tout aussi parce que faut savoir que ce sport c'est on joue en équipe et voilà. Les prochains Jeux du Pacifique, c'est du 24 juillet au 8 août 2027. En plus du football, la ville de Mahina accueillera les épreuves de lutte, de taekwondo et la voile en partenariat avec Aroui. Et comme chaque dimanche, Oriano Tefo nous a rejoint en plateau pour nous parler de l'essentiel de l'actualité sportive. Une actualité encore chargée avec du sport mécanique, aquatique, du combat et du sport collectif. On découvre ça tout de suite. Et après une quarantaine d'années sans activité, l'enduro fait son grand retour à Pueo. Oui, ce matin, plus d'une trentaine de riders se sont réunis à la Pueo Raceway Enduro organisée par le club RPM. Un événement qui a ravi les puristes de la discipline et la crème du motocross local. Indieb était sur place. L'enduro fait son grand retour sur le sommet de Pueo. C'est la rencontre entre les puristes de l'enduro et la crème du motocross local. Tous sont ravis de se retrouver. Ça a manqué des années. 40 ans après les premières
compétition d'enduro, une nouvelle compétition qui redémarre avec beaucoup aussi d'anciens. C'est le but de faire revenir les anciens à la moto. Ça fait très plaisir, donc avoir autant de monde dans cette discipline. La concurrence aujourd'hui? Oh non, il n'y a pas, c'est que des vieux de 80 ans, donc c'est pas beau. Il manque un peu d'entraînement, mais on a la flamme. C'est pas grave. Du moment qu'on a du plaisir, bonne équipe, que du fun. Le circuit de 5 km 200 a été tracé par des passionnés, soft pour la reprise, mais les riders devront tout de même franchir quelques obstacles. Il faut rouler le plus proprement possible, bien appréhender les obstacles pour ne pas tomber. Il faut être très régulier pour faire le meilleur chrono possible. À la différence des motocross très nerveuses, les enduros offrent une meilleure stabilité et de la manœuvrabilité dans des conditions hors piste plus variées. Quelques jeunes pilotes de motocross ont voulu essayer, ils découvrent la technicité de la discipline. Il y a beaucoup de techniques, c'est mieux pour apprendre. Différent, il n'y a pas de saut, plus technique dans la forêt. Les riders se sont affrontés à travers 3 épreuves, une première spéciale d'1 tour, une deuxième longue de 6 tours, puis une dernière sur 1 tour à l'envers. L'occasion de jauger le niveau et la condition physique des pilotes en attendant la prochaine compétition. Et la 3e Octo Fighting League s'est tenue hier au complexe sportif de Boris Lantieff à Arouet. 10 combats à l'affiche, cette fois-ci pas de professionnels, uniquement des amateurs. Oui, un format convivial qui a permis de mettre en avant les compétiteurs locaux. Les temps forts dans ce reportage. L'unique combat féminin de l'affiche, Jordan Teurua Tessier face à Maina Puna, spécialiste en boxe anglaise, Jordan a su être plus efficace en striking. Elle bat son adversaire par arrêt de l'arbitre dès le premier round. Moi, avec mes coachs, on s'attendait à ce qu'elle vienne casser mes jambes, vu que je suis plus boxeuse. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis allée en boxe. Et après, j'ai vu qu'elle a eu des petits coups de bas. Du coup, j'ai continué. Chez les jeunes en poids léger, Hugon Hiivei a dominé son duel contre Tahaki Terira. Il s'impose par décision unanime. D'abord, mon gameplay, je pense que ça s'est vu, c'était d'emmener au sol. Je voulais terminer le combat au sol. Et premier round, ça a été plus dur de mettre en place sa stratégie. Il tapait fort, il avait beaucoup de punch. Mais après, au deuxième round, beaucoup plus fatigué, ça a été plus facile pour moi de l'emmener au sol. J'ai tout donné pour ce combat. Avant-dernier combat de la journée, Heyari Hiroi était opposé à Imadiel Stelmazik, un métropolitain de passage au Fénois. À domicile, le représentant du Haro MMA a démontré sa supériorité et l'emporte par décision unanime. Je m'attendais à ce qu'il me tape, qu'il donne un peu plus de force dans ses coups, parce qu'on m'avait dit qu'il allait taper vraiment très fort et dès que j'ai vu que c'est parti au sol, j'ai voulu profiter sur le sol pour pouvoir remporter la victoire. Le choc entre Veteho Tsenasek et Hemanari Teamoto Eto était très attendu, mais finalement la rencontre n'a pas eu lieu. Veteho s'est blessé à la cheville à quelques heures du combat. La compétition s'est donc terminée par l'affiche Tinito Anigel et Kiivei Tupaya. Le boxeur professionnel Tinito a décroché la victoire par décision. L'Olympique de Pire a organisé hier à la Pointe-Vénus la première édition de la Maori Rescue. Et l'événement a mis en avant la discipline du sauvetage sportif. Ils étaient près de 150 athlètes dans la baie de Matavai à Mahina. Les détails dans ce reportage. De la natation, du prône et du kayak, le tout entrecoupé par des transitions en course à pied. C'est le principe du sauvetage sportif. Cette discipline très populaire en Australie simule des situations de sauvetage réel. N'oublions pas, et voilà, le reste de nos compétiteurs. Allez. Dans la catégorie élite, les sauveteurs du jour doivent parcourir près de 4 km en cumulé entre la natation, le prône et le kayak. Longtemps en tête, Enoa Vial, moins à l'aise en kayak, voit Pierre Lopez l'emporter en 17 minutes. J'ai travaillé en tant que sauveteur pendant de nombreuses années en métropole, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc du coup, c'est un sport qui me parle. J'ai pu pratiquer un petit peu. Là, ça faisait 10 ans que je n'étais pas remonté sur un kayak, mais c'était bien cool. C'est une première ici à Tahiti, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est cool, ouais, il faut continuer. Toujours dans cette première série élite, Manavei Tef Aora Monson s'impose chez les dames, malgré un petit souci au départ. Quand
quand je suis partie au départ, mon leash il s'est décroché, du coup j'ai eu du mal à le récupérer et du coup j'ai perdu du temps. Et j'ai quand même réussi, je me suis donné à fond en nage pour attraper les autres. J'ai réussi. En prône, j'ai eu un peu du mal parce que mes bras ils étaient fatigués de la nage. Et après en kayak, j'ai tout donné, étant donné que je fais déjà du kayak, du coup voilà. Cette première édition de la Maui Rescue était aussi l'occasion pour les organisateurs de rappeler quelques consignes de sécurité lors de sorties en mer. On va aussi apporter la prévention, donc c'est aussi regarder la météo la veille avant de quitter la maison le lendemain pour se rendre sur une plage et de prendre des nouvelles sur une éventuelle situation qui peut y avoir, qui a été annoncée la veille. Par exemple, les méduses qui sont présentes, donc voilà un danger potentiel. La sécurité en mer, c'est quand même quelque chose d'important ici, surtout qu'on est entouré de mer. Et après, je trouve qu'avoir des événements ici comme ça, c'est pas tout le temps. Une nouvelle édition de la Maui Rescue est déjà annoncée pour l'année prochaine. Des athlètes étrangers pourraient y participer. Et on parle de surf, cette fois-ci en particulier de la qualification de Vahine Fierro dans le circuit mondial que nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau. Vahine, bonsoir. Yorana, TNTV, Yorana, la Polynésie. Maroudou à toi. Alors on va commencer tout de suite, on va revenir sur ta qualification au circuit mondial. Tu as décroché le Graal au Brésil lors de la dernière étape des Challenger Series. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ce moment? C'était incroyable, c'est un rêve depuis toute petite, donc c'était magique. La cerise sur le gâteau pour cette année. C'était des longues années de belles expériences, des leçons de vie, que ça soit physique, mentale. J'ai appris beaucoup sur le corps de la femme, sur l'authenticité, le message que j'aimerais me transmettre et transmettre aux autres aussi. Donc voilà, c'était vraiment une belle année. Et surtout, ce que j'avais en tiré là pour le Brésil, c'était de tout le monde a ses chances de se qualifier. Mais c'est celle qui arrive à performer le jour J, les 30 minutes qui sont données, pas pendant l'entraînement du matin ni le jour d'après, c'était de performer quand il fallait au bon moment et j'ai su le faire cette année, donc voilà, c'est cool. C'était un peu une année en dents de scie. Tu remportes la Tahiti Pro en mai, puis tu es éliminé aux Jeux Olympiques en 8e de finale. Et enfin, tu décroches le rêve de tout surfeur. Ça fait beaucoup d'émotions quand même. Ah oui, c'était assez comme ça, mais ça paraissait en dents de scie, mais j'étais quand même en train de progresser tout doucement, comme un escalier. Et les Jeux, pour moi, ça a été un moment très difficile, des émotions que j'avais jamais ressenties avant. Des moments après les Jeux, c'est les semaines qui ont suivi, c'était des moments de vide, des moments de tristesse, de frustration, d'envie. Et j'en ai parlé aussi à d'autres Olympiens qui ont eu la même expérience que moi. Et ils m'ont dit qu'ils ont ressenti la même chose. Et qu'en fait, tu passes de la magie des Jeux à tout d'un coup, tu n'es plus dans les Jeux, tu as perdu. Et tu vois tout le monde gagner des médailles d'or, des médailles. Et toi, tu es là à côté et tu n'as rien. Et donc, en fait, à la fin, j'ai pu bien m'entourer, beaucoup parler avec ma psychologue sportive, mon hypnotiseur pour pouvoir en tirer les meilleures leçons. Et c'est dans ces moments-là que c'est les leçons les plus valides, les émotions les plus valides, que même dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces frustrations, j'aime toujours autant le surf, j'aime toujours autant mettre le lycra. Et c'est comme ça que j'ai pu me relever, me focaliser sur à quel point je suis passionnée du surf et que j'ai vraiment envie de me qualifier en fin d'année. Donc je me suis un peu sortie de cette défaite dans cette bulle où je me focalisais vraiment sur des trucs positifs et voilà, ça a payé à la fin d'année. Justement, le CT reprend en janvier à Hawaï. Alors quel est ton programme d'ici là? Oui, ça va vite arriver. Donc là, je rentre pour me reposer un peu sur Wahine et ensuite peut-être passer par Abu Dhabi pour faire une session dans une piscine à vagues parce que c'est une des étapes dans le tour. Et puis ensuite aller assez tôt sur Hawaï pour pouvoir essayer mes planches, connaître un peu mieux la vague et passer du temps là-bas pour me préparer. Mentalement aussi peut-être? Oui, et bien sûr, la préparation mentale, c'est très très important pour juste parler et aussi avoir les bons outils pour pouvoir gérer les émotions. Donc ça se fait aussi à côté. Dans quel état d'esprit tu prévois d'aborder ce circuit mondial? Ouais, le circuit, ça s'enchaîne beaucoup. Donc, je pense que la récupération entre les compétitions pour pouvoir
bien récupérer pour pouvoir bien performer en compétition va être très important. Et je le fais avec une belle équipe. J'ai pu construire une belle fondation avec des bons coachs, que ce soit mental, physique, l'organisation. Donc j'ai ce confort-là pour m'accompagner et garder le rythme jusqu'à Fidji dans la compétition finale pour décrocher un titre de championne du monde. Ah, je vais rebondir sur ça. Comment ça se passe pour participer aux épreuves, hein? C'est aux surfeuses de financer tout ce trajet, tout le circuit en fait? Oui, en fait, le surf, ça coûte très cher, très très cher. On a des déplacements, les hôtels, les voitures, les billets. Et en fait, voilà, la logistique, donc on s'occupe de tout ça. Heureusement que j'ai une équipe avec moi, mon papa, que je remercie beaucoup, mon agent. Enfin, il y a des petites mains qui sont pas, voilà, les mains invisibles qui travaillent derrière. Voilà, donc papa, il s'occupe beaucoup de ça. Et après, grâce aux sponsors comme Air Tahiti Nui qui allègent ce poids qui coûte énormément. Les sponsors aussi à l'international qui participent. Et ensuite, plus tu gagnes, plus il y a un peu plus d'argent dans les compétitions. Donc après, ça revient. Mais une petite anecdote où, quand j'avais 13 ans et j'ai fait ma première compétition, et j'ai dit à mes parents, OK, j'ai envie de faire toutes les compétitions à Tahiti. Ils m'ont dit, OK, et si tu veux, tu vas commencer à vendre des tartes au chocolat pour payer tes billets, pour faire l'aller-retour Huahine, Papeete, Huahine. Et puis, j'aimerais les remercier parce que c'est vraiment, c'est ça, c'est une éthique de travail où plus tu travailles dur, les gens ils vont vouloir t'aider. Les gens à qui j'ai vendu ces tartes, ils ont voulu m'aider parce que voilà, j'ai expliqué, je veux payer mes billets d'avion pour aller faire mes compétitions. Et voilà, ils étaient ouverts, ils ont voulu. Et c'est pareil, en mettant le travail, tu attires les sponsors, tu attires ces gens qui veulent généreusement t'aider. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à financièrement ensuite y arriver, quoi. Alors, tu auras ton ICRA officiel pour le circuit professionnel durant toute la saison. Il y a tout un protocole de flocage à respecter. Et contrairement aux Jeux Olympiques, il y aura bien les 2 drapeaux, France et Tahiti, qui seront sur ta tunique. Comment ça s'organise? Oui, j'ai eu l'autorisation à travers la Fédération française de surf pour pouvoir porter aussi notre drapeau polynésien et que je vais d'ailleurs mettre sur mon bras droit, qui va être le plus visible sur toutes les caméras, sur les lives. Donc, j'aurai sur mon bras droit le drapeau polynésien et sur mon bras gauche le drapeau français, car je suis aussi en course pour les prochains Jeux. Donc, l'obligation de porter le drapeau français. D'autres choses que tu voulais imprimer aussi sur ton LICRA? Oui, le numéro que j'aimerais imprimer, je ne vais pas encore l'annoncer officiellement parce que ça n'a pas été encore confirmé, mais une fois que je l'aurai, j'exprimerai ça. Oui. D'accord. Alors, tu as ouvert la voie pour nos jeunes pépites du surf féminin. On va les citer: Aylan Vast, Tia Zebrowski, Kiara Gould, encore tes petites sœurs Hemiti et Kohai. Est-ce que l'avenir semble radieux pour le surf polynésien? Oui, cette année, ça a été incroyable pour Tahiti et ses îles. Je gagne le Tahiti Pro, Kaolivas qui enchaîne avec une médaille d'or. Ensuite, je me qualifie. On a vraiment été présents dans le surf cette année. Et pour moi, le sport, c'est une force pour communiquer, pour montrer l'exemple. Et surtout dans le surf où il y a la créativité, l'expression sur les vagues, un style particulier propre à chacun. Et de pouvoir ouvrir cette porte en étant la première polynésienne, tahitienne, je suis honorée. Mais c'est que le début parce que j'ai jamais vu autant de jeunes filles dans l'eau et jeunes garçons dans l'eau à s'entraîner tous les jours. Ils y vont avant l'école à 5h du matin, ils sont à l'eau avec les parents au bord en train de les filmer pour les faire progresser. Et il y a un engagement et une passion, donc c'est très très beau à voir. Et nous, en tant que Polynésiens, on a cette énergie, ce mana, cette attitude qu'on apporte dans le surf, à l'international, qu'on peut trouver nulle part ailleurs, que ce soit dans les vagues de conséquences, dans les manœuvres aériennes ou dans les vagues performances. On a cette énergie-là et qu'il faut utiliser pour élever notre pays. Et voilà, on le fait et on va le faire pour beaucoup d'années à venir. Merci Vahine, le temps passe vite, on est arrivé à la fin de cette interview, c'était très très intéressant. Merci. Et Faitoto pour la suite, le meilleur pour toi. Merci.
Allez, place maintenant au reste de l'actualité sportive, En bref et en images. Autour d'Aylan Vast de briller. Ce matin au championnat de France, la surfeuse de Beirao a décroché son premier sacre national. La Tahitienne a survolé la finale grâce notamment à une note de 9,17 pour un score global de 17 points. Vendredi soir en Nouvelle-Zélande, Rehiri Dudes remporte son combat professionnel de MMA avec la manière. Lors de la première édition du SFL au Trust Arena à Auckland, le Tahitien a battu le Philippin Jonathan Velous par TKO au premier round. La 5e édition de l'Interquartier A de la commune de Papeete s'est disputée hier. Elle a rassemblé des rameurs de tous âges sur le plan d'eau de Paufei. Des équipes allant des jeunes de 14 à 18 ans aux adultes, même en mixte, se sont affrontées en V6 sur une distance de 250 mètres. Et la grande nouveauté cette année, les courses de V1 sur 500 mètres qui a suscité un vif intérêt parmi les quartiers participants. On a un peu plus d'équipage que lors des dernières éditions. Il reste encore quelques secteurs à mobiliser, mais il y a une belle représentation de notre jeunesse et de nos associations. Outre l'objectif sportif, cette compétition vise à renforcer la cohésion entre les différents quartiers de la ville. L'occasion également de sélectionner les meilleurs rameurs pour participer à la Toamoa de Huahine ou à la caravane des îles. Dernière ligne droite avant le début de la Hawaii Kinui Va'a. Ce rendez-vous incontournable pour les clubs et les téléspectateurs est également un événement économique. C'est le cas pour les fabricants de rames qui chaque année viennent à la course pour montrer leurs nouveautés ou écouler leur stock. Un reportage réalisé par notre équipe de choc sur place, Davinson Enaya Bennett, Emma Mathieu et Quentin Lacour. À peine débarqué de l'avion, Kyle Tarofo Wirenouidine se présente à l'atelier de fabrication de rames de Cédric Fatawira, surnommé Topa. Même si la fabrication de rames est l'activité principale de Topa pour cette nouvelle édition de la Hawaii Kinui Va'a, il a tenu à offrir 7 nouvelles rames au Team Air Tahiti Va'a. Un choix du cœur, comme il le dit, mais pas seulement. C'est pour l'équipe aussi, hein, pour qu'ils puissent apprécier aussi les coups de rame, les rames de Huahine. Hein. C'est le coup de rame qu'il faut. Hein. Quand on prend dans l'eau, c'est comme un hélice, bateau. Quand il y a un concave, un petit léger concave dans le repas, ça accroche. C'est normal. Hein? Un truc plat qu'il met dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Hein? La fabrication de rames est un business que connaît bien également Nathalie Pelou et son compagnon. En 2008, ils créent leur entreprise de fabrication de rames Mareyatea, une entreprise qui a su se diversifier par passion d'une part et par nécessité d'autre part afin de répondre au mieux aux exigences de la clientèle. Et on essaye toujours d'améliorer nos produits. Cette année, on a développé, bon là c'est V6, mais vous allez voir, mon mari rame avec Farihara sur la réplique de la fameuse baleine en bois latté Falcata de Rayatea. Épreuve sportive, moyen de tester du matériel nouveau ou encore d'augmenter ses revenus avec la possibilité pour certains d'obtenir en 5 jours un chiffre d'affaires équivalent à 1 mois de vente. Une chose est sûre, la Hawaii Kinui Va'a bénéficie au plus grand nombre. Et on passe sur les pelouses maintenant. 13 espoirs du rugby polynésien s'envolent ce soir pour la Nouvelle-Zélande. En terre des All Blacks, ils disputeront le week-end prochain un tournoi U18 à Cambridge. Les Irité Ivao les a rencontrés avant leur départ pour Aotearoa. Allez, avec lui, Charles. Répéter les efforts encore et encore. Objectif, être au niveau de l'intensité proposée par les équipes néo-zélandaises. Annoncez. Depuis le mois de juin, ces jeunes espoirs multiplient les rassemblements. Avant le départ pour le pays du long nuage blanc, le staff polynésien insiste sur la communication lors des phases de jeu. Physiquement, les Néo-Zélandais sont plutôt denses, jouent très bien au rugby et donc nous, si on veut rivaliser, il faut qu'on joue aussi avec nos armes, il faut qu'on joue avec une grosse agressivité et qu'on communique énormément, qu'on soit intelligent sur le terrain pour pouvoir espérer quelques victoires en Nouvelle-Zélande. Maintenant, c'est à eux de se rendre compte de leur potentiel individuel et puis collectif. En Nouvelle-Zélande, le vice-capitaine Eliseth Efato et ses coéquipiers viseront au moins 2 victoires et un top 5. On a un bon niveau aussi et ce n'est pas inatteignable. C'est atteignable, mais il faut juste qu'on fasse beaucoup d'efforts, être sérieux aux entraînements et voilà.
J'ai carrément hâte de commencer la compète, de voir à quoi ressemblent nos cousins du Pacifique, à quoi ressemblent les joueurs rugby néo-zélandais, parce que j'en ai jamais vu pour de vrai. En marge de la compétition, les jeunes espoirs profiteront aussi de plusieurs activités, comme la visite d'un club professionnel ou encore la rencontre avec Ian Jones, ancien deuxième ligne des All Blacks. Et ainsi s'achève notre édition ce soir. Au programme votre film Les aventures de la famille Noël, suivi de votre magazine Zone Interdite. J'ai été ravie de vous accompagner tout au long de ce week-end. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Athéna Milkam à la présentation du journal. Prudence où que vous soyez et excellente soirée à tous. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.